Soyons honnêtes, il y a une confession qui brûle les lèvres de nos voisins espagnols, une prise de conscience douloureuse que vous n'entendrez pas dans les brochures touristiques. Le secteur du voyage est au cœur d'un séisme, d'un tournant sans précédent. En Europe, le choix des touristes ne dicte plus seulement les chiffres d'affaires, il sculpte en profondeur l'âme des nations. Et dans cette guerre silencieuse pour l'attractivité, deux modèles s'affrontent, deux visions du monde, celle de l'Espagne, bien sûr, la nôtre, celle de la France. Courir après les chiffres, ouvrir les bras à n'importe qui pourvu que les caisses se remplissent, peut s'avérer être une stratégie suicidaire. Et aujourd'hui, en 2025, la comparaison entre l'Espagne et la France est une véritable leçon de vie, une fable économique dont l'un des héros, ou plutôt l'une des victimes, s'appelle Mateo. Pour comprendre ce drame, je vous emmène à Barcelone, sur la Costa Brava, dans un hôtel qui fut autrefois la fierté de sa famille. Mateo, directeur de cet établissement de taille moyenne, avait tout misé sur la grande annonce du gouvernement espagnol en septembre 2025. Pour sauver une industrie touristique anémiée par une conjoncture morose, Madrid avait déroulé le tapis rouge, des subventions massives pour les vols charter low cost et des avantages fiscaux pour les tour opérateurs spécialisés dans le tourisme de masse. L'hôtel de Mateo, qui vivait principalement de la clientèle étrangère, voyait cette nouvelle comme une pluie miraculeuse dans un désert de réservations. La logique semblait imparable, le volume de ces touristes, principalement de jeunes Européens en quête de soleil et d'alcool bon marché, était colossal. Il suffisait qu'une fraction vienne pour que le taux d'occupation explose. C'était, à l'époque, le consensus général dans le milieu hôtelier barcelonais. Et au début, la prophétie sembla se réaliser. Dès le premier mois, les réservations grimpèrent en flèche. Des cars sentiers, aux couleurs criardes des compagnies à bas prix, déversaient des flots continus de fêtards devant son perron. Le hall d'entrée, autrefois un havre de paix, s'était transformé en une fourmilière bruyante, une cacophonie de langues et de rires gras. Les chiffres sur les rapports d'activité s'envolaient, et Mateo crut sincèrement que le printemps économique était enfin arrivé, que le pari était gagné. Mais la réalité, brutale et poisseuse, le rattrapa à la mi-octobre et lui infligea une gifle monumentale. Ce matin-là, Sofia, la gouvernante, une femme qui travaillait dans ces murs depuis plus de 20 ans et qui était la mémoire vivante de l'hôtel, l'attrapa par le bras, le visage décomposé par un mélange de colère et de désespoir, et le traîna jusqu'au 7e étage. « Mateo, regarde-moi ça. Regarde et dis-moi si c'est normal. » Sa voix tremblait. La porte de la chambre 723 était ouverte. Un groupe de jeunes venait de la quitter. Le spectacle était apocalyptique. Une odeur aigre de vomi et de bière éventée vous prenait à la gorge. Sur la moquette, un tapis de chips écrasés se mêlait à des taches de sangria incrustées et à des restes de nouilles. Dans la salle de bain, le siphon de la douche était complètement bouché par des débris de nourriture. Pire encore, la bouilloire électrique, symbole de l'accueil, était remplie d'un mélange infâme où flottaient des mégots de cigarettes. Le plus terrible, et c'est ce qui brisait le cœur de Sofia, c'était que ce désastre n'était pas un cas isolé. C'était la norme, l'état dans lequel il retrouvait la quasi-totalité de l'étage chaque matin. Mes équipes sont à bout, Mateo. Pour nettoyer ce carnage avant l'arrivée du prochain car, on doit faire des miracles. Les heures supplémentaires ne suffisent même plus à couvrir les frais de réparation et de remplacement du matériel saccagé. Mais le pire était encore à venir. L'effet d'éviction. Quelques instants plus tard, le directeur de la réception, le visage grave, vint trouver Mateo dans son bureau. « Directeur, j'ai une mauvaise nouvelle. Monsieur Dubois, l'homme d'affaires de Bordeaux qui venait chaque mois, vient d'annuler toutes ses réservations futures. Monsieur Dubois était l'un de leurs clients les plus précieux, un habitué fidèle, respectueux. La raison de son départ était un coup de poignard pour Mateo, c'est devenu beaucoup trop bruyant, a-t-il dit. Le matin, la salle du petit-déjeuner ressemble à une cantine de festival. La nourriture est pillée, ça hurle dans tous les sens. Je viens ici pour travailler et me reposer, pas pour survivre à une fête étudiante permanente. Ce n'était pas seulement l'hôtel de Mateo. C'était Barcelone tout entière qui se défigurait. Les Ramblas et le quartier gothique, autrefois fierté de la ville, étaient désormais saturés de groupes titubants.
Les petites bodegas authentiques, incapables de payer les loyers exorbitants, fermaient les unes après les autres, remplacées par des boutiques de souvenirs bas de gamme et des fast-food vendant des tapas industriels. La culture catalane, si riche et si fière, était noyée sous un tsunami de consommation low-cost. Matteo se sentait impuissant, pris au piège. Le chiffre d'affaires était certes élevé, mais la marge bénéficiaire était ridicule. Les tour-opérateurs étranglaient les prix, et les coûts de maintenance et de sécurité explosaient, tout comme le taux de démission de son personnel, épuisé et dégoûté. C'est au milieu de cette impasse, une nuit où le sommeil le fuyait, que Matteo tomba sur un article, un long reportage d'investigation sur un site d'information économique français. Le titre le frappa comme un uppercut, l'exode des voyageurs de qualité, pourquoi ils abandonnent l'Espagne pour l'art de vivre à la française. L'article le piqua au vif. Le dossier expliquait, chiffres à l'appui, que jamais autant d'Européens fortunés et de voyageurs culturels n'avaient choisi la France pour leur séjour. Intrigué et masochiste, Matteo plongea dans la lecture et y découvrit une réalité qui le laissa abasourdi. La France, notre pays, avait traversé une crise similaire quelques années auparavant, mais en avait tiré des leçons radicalement opposées. Le reportage analysait en détail la situation française. La France n'avait pas été épargnée par la tentation du tourisme de masse, mais elle y avait résisté. Face à la pression des opérateurs low-cost, le pays avait fait un choix courageux, un choix stratégique, celui de la montée en gamme et de la diversification. Matteo regardait les graphiques et lisait les interviews avec incrédulité. La structure de la clientèle en France était d'une santé insolente. Au lieu de dépendre d'un seul type de tourisme prédateur, la France avait attiré une clientèle variée, des Américains et des Asiatiques fortunés, bien sûr, mais aussi des Européens en quête d'authenticité, des voyageurs venus du monde entier, attirés par notre réputation d'excellence dans la gastronomie, l'œnologie et la culture. Le cauchemar des formules « tout compris à prix cassé », la France l'avait délibérément évité. En refusant la concurrence par le bas, le tourisme français était revenu à son essence, l'expérience. Les châteaux de la Loire n'étaient plus de simples décors pour selfies, mais des lieux où les visiteurs prenaient le temps de déguster un verre de vin en écoutant l'histoire des lieux. Sur les routes des vins de Bourgogne, les touristes pouvaient réellement profiter du silence et de la beauté des paysages, sans être harcelés par des hordes de fêtards. L'article insistait sur l'expérience culturelle profonde. Les voyageurs qui venaient en France ne se contentaient plus de la Tour Eiffel. Ils allaient flâner dans les ruelles du Marais à Paris, explorer les marchés de Provence, s'initier à la cuisine dans des écoles réputées à Lyon. Ils venaient chercher ce que l'Espagne de Matteo avait perdu, une authenticité, une chaleur humaine, un art de vivre. En refusant de se laisser envahir par des groupes massifs et homogènes, la France avait su préserver ce qui la rendait unique et désirable, son âme, sa culture, son patrimoine vivant. C'est précisément ce voyage guérisseur, cette quête de sens, que les cadres et les familles aisées, épuisés par la frénésie du monde moderne, recherchaient plus que tout. L'article se concluait par cette phrase assassine, « La France a compris que le véritable luxe, aujourd'hui, c'est la tranquillité ». En lisant ces mots, Matteo ressentit un mélange amer de jalousie et d'admiration. Il se souvint des débats houleux en Espagne quelques années plus tôt. Certains avaient mis en garde contre cette stratégie du tout quantitatif, mais leur voix avait été étouffée par les promesses de profit rapide. Aujourd'hui, le verdict était là. Ce qui semblait être une crise pour la France, le refus de brader son image, s'était révélé être sa plus grande chance. La baisse du volume avait forcé une augmentation de la valeur. À l'inverse, l'Espagne, pour obtenir des résultats économiques à court terme, avait rouvert la boîte de Pandore du surtourisme. Nous nous injectons un poison pour calmer une douleur passagère, murmura Matteo dans le silence de son bureau désert. Nous envions la France pour sa sérénité, mais nous oublions que c'est le fruit d'années de discipline, le résultat d'un refus courageux de céder à l'argent facile. La comparaison était cruelle. Le tourisme espagnol, du moins sur la côte, devenait synonyme de saleté, de bruit et de chaos, faisant fuir ses propres citoyens et les touristes à forte valeur ajoutée. Pendant ce temps, la France, en choisissant ses visiteurs, avait gagné une clientèle plus dépensière, plus respectueuse, et surtout, avait préservé la qualité de vie de ses habitants. Le lendemain matin,
Matteo prit la décision la plus audacieuse de sa carrière. Lors de la réunion des cadres, il ignora complètement le rapport mensuel des revenus. À la place, il projeta au mur un nouveau plan stratégique. « Nous ne pouvons plus continuer comme ça », dit-il en regardant ses employés au visage cerné. « À partir de la saison prochaine, nous allons drastiquement réduire notre quota de chambres allouées au groupe Lacoste. Nous allons réinvestir cet argent et cette énergie pour améliorer la qualité de nos services, et cibler le retour de nos clients d'affaires, des familles et des voyageurs individuels qui cherchent le calme et l'authenticité. Notre chiffre d'affaires va chuter temporairement. Ce sera douloureux, admit-il avec franchise. Mais si nous ne le faisons pas, notre hôtel, et avec lui l'image touristique de notre pays, s'effondrera complètement. Regardez la France. Ils sont la preuve vivante que cette voie est non seulement possible, mais qu'elle est la seule viable à long terme. » Un silence de plomb s'installa dans la salle de réunion. Puis, ce fut Sophia, la gouvernante, qui se leva la première. Les yeux rougis par l'émotion, elle dit d'une voix forte, « Directeur, je suis d'accord. Je veux retrouver l'époque où j'étais fière de remettre une chambre impeccable à un client. Je veux retrouver ma dignité. Le chemin serait ardu. Changer une mentalité ancrée sur le volume prendrait du temps et du courage. » Mais Matteo savait désormais que l'essence du tourisme n'était pas de vendre des lits au rabais, mais d'offrir une part de la culture et de la dignité d'un pays. La France avait montré l'exemple. Elle avait prouvé au monde comment, au milieu de la tempête économique, on pouvait rester debout et tracer sa propre voie, une voie d'excellence. Maintenant, c'était au tour de l'Espagne de faire un choix. Un choix pour son avenir. Un choix pour